Monsieur le Président, on approche du 500e jour de la guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'elle va se terminer? D'abord, bonjour à tous. Commençons par le sujet qui est le plus dramatique, c'est-à-dire la guerre. Elle va durer au moins jusqu'aux élections américaines. Les contre-offensives ou offensives des uns et des autres ne visent qu'à essayer de conquérir ou de garder les terrains qui ont été déjà occupés ou qui pourraient être libérés. Et je pense que la stratégie de Poutine, c'est d'avoir une ligne de démarcation dans 1 an ou dans 2 ans qui puisse être stabilisée pour prendre ce qui aura été occupé. Et la stratégie de Zelensky est rigoureusement inverse. C'est de repousser les armées russes et Wagner le plus loin possible pour que, au moment où les élections américaines vont avoir lieu, le front puisse être stabilisé dans les meilleures conditions. Alors pourquoi je parle des élections américaines? Parce qu'aujourd'hui, même si les Européens font ce qu'ils doivent, même s'il y a une solidarité qui va même au-delà, ce sont les États-Unis qui fournissent le plus d'aide militaire et d'aide financière à l'Ukraine. Si donc il y a une victoire du président Biden, Poutine comprendra que ce processus d'aide va se poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Et à ce moment-là, il sera forcément conduit à négocier. Si, en revanche, c'était un président républicain, a fortiori si ça devait être Donald Trump, alors Poutine comprendrait que la guerre va immédiatement s'arrêter sur la ligne qui a été fixée à ce moment-là par le rapport de force militaire. Voilà pourquoi je pense que ce sont les élections américaines qui vont être déterminantes et que la guerre, avec toutes les pertes que l'on connaît, avec toutes les conséquences économiques que l'on sait, va se poursuivre au moins encore pendant 1 an et demi, 2 ans. Parlez-nous un peu de l'homme Poutine. Vous l'avez rencontré plusieurs fois quand vous étiez président, notamment dans le cadre du G20, mais vous avez aussi mené des négociations en collaboration avec Angela Merkel, la chancelière allemande, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Dans le livre, vous le décrivez comme un dirigeant solitaire qui est chargé de colère envers les États-Unis et envers l'OTAN. Quelle lecture vous donnez de l'homme aujourd'hui? Parlez-nous un peu de lui. Moi, j'ai connu effectivement Vladimir Poutine dans une période où, au départ, le rapport de force ne lui était pas favorable. C'est-à-dire au moment où il revenait au Kremlin en 2012 et où les États-Unis avaient fait une pression sur la Russie qui le contenait. Tout a changé, tout a basculé à partir de l'été 2013, lorsque Barack Obama, alors que nous étions prêts à faire une opération militaire contre Bachar el-Assad, a renoncé à mener cette intervention. À ce moment-là, Vladimir Poutine a compris qu'il pouvait utiliser la situation à son avantage et pousser ses intérêts au Moyen-Orient, en Syrie en particulier, aider l'Iran également. Et ensuite, quand la situation ukrainienne a connu un certain nombre d'évolutions, c'est-à-dire avec Maïdan, il a pu mener son offensive sur la Crimée en sachant qu'il n'y aurait pas de riposte américaine. Donc si on veut bien résumer Poutine, il ne croit que dans la force. Si on le contient, il se soumet. Si on le laisse faire, il avance. Par ailleurs, il a une méthode de dialogue qui est fondée sur le mensonge. Donc le mensonge, il doit être sidérant pour être efficace. Le petit mensonge, vous le découvrez assez vite, il ne vous impressionne pas. Mais le gros mensonge, oui, il fait partie de sa diplomatie. C'est ainsi qu'il a pu dire que ce n'était pas Bachar el-Assad qui avait mis des armes chimiques sur la population syrienne, mais c'était les opposants qui s'étaient eux-mêmes immolés avec ce gaz. Il a pu dire qu'il n'était pour rien dans l'action des séparatistes ukrainiens au moment de la première guerre d'Ukraine. Il a pu dire que Zelensky était un nazi.
Et encore aujourd'hui, il avait pu prétendre que Wagner, le groupe Wagner, Prigojine, n'avait aucun lien avec son régime. Tout ça est faux. Mais il sait que nous aimons les mensonges, que nous, les Occidentaux, nous préférons un mensonge qui, finalement, nous rassure, plutôt qu'une vérité qui nous inquiète. Alors, souvent, quand il y a un dirigeant comme Poutine, même s'il dit une contre-vérité absolue, bon, finalement, on se dit qu'il va s'arrêter là. Mais non, il ne s'arrête pas là. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est une confrontation entre les régimes autoritaires et les démocraties, et au milieu, les pays du Sud qui ne veulent pas s'aligner sur les uns ou sur les autres. Et que l'alliance entre la Chine et la Russie est une alliance durable, est une alliance qui n'est pas simplement qu'une amitié entre chefs d'État, Xi Jinping et Poutine, c'est une alliance d'intérêt. Et que la Chine, d'ailleurs, pense que de toute manière, elle sera bénéficiaire de la guerre en Ukraine. Soit parce que Poutine l'aura gagnée et qu'à ce moment-là, la Chine pourra envisager éventuellement de reprendre Taïwan, soit parce qu'il la perdra, et à ce moment-là, la Chine sera dans le couple le dominant de l'alliance. Quand vous regardez la guerre, la situation de la guerre aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un risque immédiat d'élargissement de la guerre? On a vu les premières armes nucléaires arriver en Biélorussie hier. Medvedev a dit encore hier que la Russie se sent légitimée moralement à faire exploser les câbles sous-marins occidentaux, puisque les Occidentaux et les Ukrainiens ont fait sauter Nord Stream 2. Est-ce qu'il y a un risque réel d'élargissement physique de la guerre en ce moment? Alors d'abord, un mot sur Medvedev. Medvedev, qui avait succédé à Poutine lorsque Poutine avait déjà fait 2 mandats, il avait été donc le président de la Russie pendant 4 ans, c'était l'agneau qui maintenant est devenu le loup. Alors pourquoi un agneau se transforme en loup? Soit parce qu'il a peur d'être mangé par un autre loup, ce qui est possible pour le cas de Medvedev, d'être mangé par Poutine, soit parce qu'il est peut-être aussi dans une bataille interne de succession. Donc il est sur des positions qui sont souvent outrancières, c'est-à-dire qui vont au-delà de ce que Poutine ou même Lavrov peut délivrer. Donc plusieurs fois, Poutine a agité la menace nucléaire, c'est vrai, encore récemment avec les missiles qui sont en Biélorussie, mais chaque fois que il y a eu même des Ukrainiens qui sont allés sur le territoire russe, ou chaque fois qu'il y a eu des armes, des avions, des chars qui ont été livrés aux Ukrainiens, finalement, ça a été sans conséquence. Alors, ce n'est pas parce que ça a été sans conséquence qu'il n'y aurait pas un risque, mais je pense que Poutine sait parfaitement les règles de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que si, par malheur, il utilisait même une arme nucléaire tactique, il aurait en contrepartie une frappe plus importante qui toucherait son propre pays. Et qu'en plus, la Chine, qui est son allié, serait dans une position très hostile en cas d'utilisation d'une arme nucléaire, même miniature. Donc je ne crois pas du tout à cette menace-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer, mais je ne crois pas qu'elle soit aujourd'hui dans l'ordre du possible. Mais en revanche, il peut utiliser d'autres armes. Par exemple, les bombardements sur des barrages, c'est ce qui s'est produit, ou des bombardements sur des centrales, ou pas loin de centrales nucléaires pour affoler la population, oui, ça c'est possible. Parce que s'il touchait même une centrale nucléaire avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir, ce n'est pas la même chose que d'utiliser une arme nucléaire. Dans un cas, vous pouvez déjà, puisqu'il pratique le mensonge, dire que ce n'est pas la Russie qui a fait frapper une centrale, mais les Ukrainiens qui l'ont fait à leur place. Et dans le cas où il utiliserait l'arme nucléaire, là, il serait directement responsable. Donc, comme Poutine, je vous ai bien fait comprendre que c'est un menteur, même pour le barrage, il dit que ce n'est pas lui qui a fait le barrage, qui a fait sauter le barrage, mais les Ukrainiens. De la même manière, même sur le gazoduc Nord Stream, même s'il y a encore des interrogations pour savoir qui a intérêt, mais il est possible que ce soit la Russie qui l'ait fait également exploser. Parlons un moment de l'Union européenne. Elle risque d'être prise un peu en tenaille entre
l'Amérique et la Chine. D'un côté, elle est alignée avec les Américains sur la politique russe, disons, les sanctions, le support à l'Ukraine, etc. Elle n'est pas tout à fait alignée avec l'Amérique sur les rapports avec la Chine. Von der Leyen a parlé pas de découplage, mais de de-risking, de diminution du risque, dans le cadre d'un engagement économique et commercial continu. Donc, l'Europe qui cherche de trouver un peu sa voie entre ces deux puissances, est-ce qu'elle est en mesure de se tailler cette position plus nuancée? Bon, d'abord, l'Europe, elle est liée aux États-Unis pour sa propre sécurité. Et même si la France est toujours sur l'objectif d'une autonomie stratégique de l'Union européenne, ça ne peut se faire que dans le cadre de l'Alliance atlantique. Et ça, il faut que chacun s'en convainque pour que justement il puisse y avoir une Europe de la défense. Il y aura une Europe de la défense que si elle est dans l'Alliance atlantique. Ensuite, sur les questions commerciales, les amis allemands ont quand même été longtemps convaincus que c'était les échanges qui faisaient progresser l'idée de la paix et que la prospérité pouvait faire des convergences entre des États pourtant différents sur le plan idéologique. Donc les Allemands continuent de penser, et pas seulement les Allemands, une grande partie des Européens, qu'il faut continuer à discuter, négocier et surtout exporter vers le continent chinois. Et d'ailleurs, les échanges entre l'Europe et la Chine sont au même niveau aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Je pense néanmoins que sans céder aux pressions américaines, il faut être plus ferme à l'égard de la Chine sur le plan commercial et sur le plan des investissements. Parce qu'il y a un durcissement aussi du régime chinois. Il y a une volonté maintenant d'avoir un secteur public beaucoup plus présent, d'avoir un contrôle sur les activités privées beaucoup plus fort, et notamment sur les investissements étrangers. Donc il faut garder un rapport de force, sans s'aligner sur les États-Unis, ne pas non plus essayer d'utiliser la Chine pour nos propres intérêts commerciaux. Je crois que ce serait désobligeant à l'égard des États-Unis, ce serait inutile sur le plan de la paix et ce serait, à mon avis, infructueux sur le plan commercial. Vous avez parlé d'Allemagne. Le leadership européen dépend beaucoup de l'état de santé du couple franco-allemand. Il est où l'état de santé du couple franco-allemand en ce moment? Il est convalescent. Il y a eu des fièvres et maintenant le malade essaye de reprendre ses esprits. Ça tient à quoi ce malaise? C'est très important que la France et l'Allemagne soient sur les mêmes positions. L'Europe n'avance que quand, après beaucoup de discussions, la France et l'Allemagne se sont mis d'accord. Ça tient à quoi le malaise? Ça tient d'abord au fait que la France voudrait pousser l'Europe de la défense avec un éloignement par rapport aux États-Unis, ce que n'accepte pas l'Allemagne. La France voudrait que les Allemands achètent des avions, des chars à la France, mais il se trouve que les Allemands en produisent, des chars et des avions. Donc il y a ce problème. Quelle industrie de la défense pour l'Europe et quelle organisation de la défense en Europe dans la relation avec les États-Unis? Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, il est sur l'énergie. L'Allemagne s'est désengagée du nucléaire, n'est pas encore complètement désengagée par rapport au gaz et même au charbon. Et la France n'a pas beaucoup de renouvelables et a beaucoup de nucléaire. Donc, comment faire une politique énergétique commune quand on a deux mix énergétiques aussi différents? Ce qui compte néanmoins, c'est l'objectif, et de voir que chacun peut l'atteindre avec ses propres procédés, ou en tout cas ses propres atouts. Et puis, il y a les problèmes de couple, c'est des problèmes aussi personnels. Pour qu'un couple fonctionne, il faut que l'un et l'autre éprouvent des sentiments, ou au moins une vie commune. Or, c'est pas facile d'être en couple avec Madame Merkel. Je l'ai été pendant des années. Mais Madame Merkel avait une grande expérience des présidents français. Parce qu'elle avait connu Jacques Chirac, elle avait connu Nicolas Sarkozy, elle m'avait connu.
Bon, elle avait fait le tour des psychologies françaises. Olaf Scholz, il a découvert Emmanuel Macron, et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'ils n'ont pas tout à fait la même personnalité. Parce qu'il y en a un qui parle beaucoup et l'autre qui dit rien. Alors dans un couple, il faut qu'il y ait quand même un moment, un échange. Voilà. Mais ça se travaille. Il faut qu'il y en ait un qui se taise et un autre qui enfin prenne la parole, et à ce moment-là, peut-être... Le couple fera des enfants, parce qu'il faut absolument que la famille européenne soit unie. Et c'est pas si ça a été possible pendant la crise sanitaire, ça a été possible là face à la guerre en Ukraine, mais on va avoir des contradictions plus fortes maintenant, puisqu'il va falloir aller plus loin sur les objectifs climatiques, il va falloir prendre des décisions sur les industries de défense, et puis il y a des pays illibéraux, enfin des démocraties illibérales qui posent un certain nombre de difficultés. Et là, les élections européennes vont être un moment où le rapport de force politique va aussi se décliner. En même temps, la guerre en Ukraine a quand même consolidé l'Union européenne, comme elle a consolidé l'OTAN. Oui, incontestablement. De ce point de vue-là, Poutine a perdu. Je ne sais pas quelle sera l'issue de la guerre en Ukraine sur le plan militaire, mais il a perdu sur le plan politique. Il est très isolé, il est maintenant... collé à son allié chinois, et l'OTAN, dont il pensait le pire, s'est renforcée, et l'Europe est restée unie. Donc sur le plan politique, c'est un échec complet. Et l'Alliance Atlantique, l'OTAN, que beaucoup jugeaient, y compris aux États-Unis, comme devenue obsolète, en tout cas vieillie, aujourd'hui, le fait que la Suède et la Finlande veuillent y rentrer est un succès pour l'Alliance Atlantique. Faut-il encore que l'Alliance Atlantique puisse coordonner mieux les opérations militaires, avancer vers des opérations communes et des intégrations plus fortes? Parlons un moment d'économie. La première question est là, juste rapidement pour avoir votre opinion sur l'effet ou le manque d'effet des sanctions économiques contre la Russie. Oui, souvent il est dit que les sanctions n'ont pas d'effet sur les pays qui en sont les cibles. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'effectivement, à court terme, les sanctions pénalisent les pays qui les prononcent et épargnent plutôt les pays qui sont théoriquement visés. Mais à moyen et long terme, les sanctions finissent par éprouver durement les économies. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus d'investissements étrangers en Russie, le fait que les technologies ne puissent plus venir en Russie, le fait que les Russes ne puissent pas sortir facilement de Russie, tout ça crée un climat qui affaiblit considérablement l'économie russe. En même temps, c'est des investissements occidentaux dont on parle là, parce qu'il y a évidemment maintenant une alternative, l'argent chinois et l'argent du Moyen-Orient, etc. Donc il y a quand même de l'investissement qui se fait et des gens qui voyagent in and out, même si ce n'est pas les Occidentaux. Oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi un détournement des sanctions. Il y a des approvisionnements qui se font via la Chine, sans doute via la Turquie. Donc il y a des arrangements qui permettent à la Russie d'être relativement encore épargnée. Mais à long terme, c'est quand même très, très difficile. Ce qui est quand même une surprise, c'est que quand il y a eu la guerre en Ukraine, donc il y a finalement un peu plus d'un an, nous pensions tous que ça allait avoir un effet sur la croissance européenne tout à fait dévastateur. Ça a un effet. La croissance est effectivement plus basse. L'Allemagne est en récession et la France avec un très faible niveau de croissance. Mais ça n'a pas eu l'effet dépressif que certains avaient imaginé. De même que sur l'inflation, même si il y avait déjà un processus inflationniste avant la guerre en Ukraine, qui était provoqué par l'abondance de liquidités et par un déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais là aussi, l'inflation n'a pas connu une progression vertigineuse. Ça a été très significatif. Mais on voit bien que le prix de l'énergie et même le prix du gaz est revenu à son cours antérieur. Ce qui veut dire qu'on peut vivre encore avec la guerre pendant un certain nombre de mois ou d'années sans que ça ait de conséquences majeures sur le plan économique. Il me semble percevoir
comment dire, une autre divergence à l'intérieur de l'Occident. D'un côté, il y a les gouvernements qui mettent la priorité sur les questions sécuritaires. De l'autre, il y a les entreprises, les investisseurs, le monde commercial qui mettent l'accent sur l'accès au marché et sur les chaînes d'approvisionnement. Là, il y a un peu un décalage interne au camp occidental. Oui, oui, je pense que le problème européen, et particulièrement le problème français, n'est pas économique, il est politique. C'est-à-dire que l'Europe est aujourd'hui travaillée par une vague populiste, une vague de droite extrême, avec plutôt l'idée d'un nouveau protectionnisme, soit un protectionnisme par rapport au commerce, soit un protectionnisme par rapport aux migrations. Donc les opinions publiques sont travaillées par la peur, et la guerre en Ukraine vient s'y ajouter, par une forme d'anxiété, alors que l'économie a besoin d'ouverture, a besoin d'investissement, a besoin d'avoir des échanges, y compris avec des continents qui ne sont pas tous mus par des considérations démocratiques. Donc on a cette contradiction. Si le mouvement populiste continue de croître, et on voit qu'en Allemagne, il a pris un tour inquiétant, en France encore davantage, en Espagne, en Italie, c'est vrai qu'il peut y avoir, et j'évoquais le Parlement européen, une tentation de remettre des dispositifs protectionnistes. D'autant qu'une partie de l'extrême gauche est également sur cette logique-là. Enfermons-nous, protégeons-nous. Certains diront c'est pour des normes sanitaires, d'autres c'est pour des normes écologiques, d'autres pour des normes démocratiques. Donc le risque, c'est d'avoir une guerre commerciale par le protectionnisme. Et si en plus il y a un président républicain aux États-Unis à la fin de l'année 2024, eh bien ça sera aussi un argument pour les populistes ici en Europe pour dire, vous voyez, les États-Unis prennent des mesures protectionnistes, il faut aussi nous-mêmes nous protéger. En même temps, on a l'impression que l'Europe n'est pas vraiment outillée pour cette nouvelle guerre froide qui arrive. La structure économique de l'Europe n'est pas faite pour des rapports de guerre froide, elle est faite pour des rapports de marché ouvert, de marché global, etc. Donc, quelque part, ça semble un peu une sorte de marche inévitable vers ce type de situation. Oui, mais la Commission européenne a quand même évolué dans ses règles. Elle était très hostile à certaines opérations de concentration. Elle comprend qu'il faut avoir des leaders au niveau européen pour nous permettre d'être dans la compétition. Par rapport au GAFA, elle a pris des dispositions aussi plus restrictives. Et donc, il y a une évolution des esprits qui se perd. Néanmoins, l'Union européenne, ça a d'abord été construit sur un marché. Et donc, l'idée quand même de la libre circulation, de l'échange, reste l'idée fondamentale. Et si on commence à céder là-dessus, le risque, on le voit bien, c'est que de près ou de loin, on finisse par perdre l'avantage que l'Europe a constitué. Donc, vous avez cité les champions, évidemment, vous parlez des champions industriels et économiques. Comment est-ce que l'Union, si vous étiez en train d'aller au Conseil des ministres de l'Union européenne aujourd'hui, comment est-ce que vous regarderez à la nécessité de répondre à l'Inflation Reduction Act américain, donc aux plusieurs centaines de milliards d'investissements et de subventions qui sont en train d'attirer les entreprises européennes ou de les inciter à investir aux États-Unis plutôt qu'en Europe? Comment l'Europe devait répondre à ça? Ça, c'est la grande différence entre les États-Unis, qui est un État fédéral, mais un État, et l'Europe, qui est une juxtaposition d'États, même s'il y a des compétences qui sont partagées. Donc, le budget européen n'est pas du tout à la hauteur de ce que peut faire le budget des États-Unis pour attirer des investisseurs ou pour protéger ses propres entreprises. Donc la solution que je préconiserais, c'est celle que finalement nous avons utilisée pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire de permettre à l'Europe d'emprunter, puisqu'elle a cette capacité, et avec les capitaux qui seraient ainsi collectés, de pouvoir soutenir un certain nombre d'investissements d'avenir, et de le faire davantage dans une démarche d'investissement et de progrès, plutôt que dans une démarche de protection. Alors que dans l'opération américaine, il y a les deux.
Je pense que nous aurions tout intérêt à aider davantage les entreprises technologiques, à aider davantage les grands investissements et notamment tout ce qui est lié à la question climatique. Parce que à la fois, c'est un enjeu politique majeur, faire que le réchauffement ne puisse pas atteindre des niveaux qui rendraient insupportable la vie, y compris en Europe. Et c'est aussi une opportunité d'investissement considérable et avec des taux de rentabilité qui vont être de plus en plus évidents. Monsieur Hollande, merci beaucoup. Mais merci à vous. François Hollande. Merci beaucoup.